Bon, bah voilà, les filles, c'est parti pour la chronique chorégraphique du jour. On est le 29 novembre 2021 et je crois que c'est Virginie qui va démarrer. Exactement. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Rosemary Kennedy, donc qui est la petite sœur du président des États-Unis, qui est John Fitzgerald Kennedy, née en 1918. Elle est la fille de Joseph et Rose Kennedy. Elle a eu donc une naissance difficile due à un accouchement où elle est restée plus de 2 heures dans le ventre de sa mère, ce qui l'a privée d'oxygène. Ce qui fait qu'elle a eu un retard mental par rapport à ses frères et sœurs et elle a été beaucoup sujet de troubles d'humeur. Donc elle a subi un traitement de pilules et de piqûres. Après ça, elle a grandi, mais à cause de la Seconde Guerre mondiale, elle a régressé. Et donc, à ce moment-là, son père a décidé donc de la faire tester sur une nouvelle méthode expérimentale qui est donc la lobotomisation. Sauf que ce que les médecins omettaient de dire, c'était qu'il y avait un énorme taux d'échec, ce qui s'est passé. Donc à 23 ans, Rosemary était incapable de marcher et de parler. Et c'est comme ça que finalement, elle a été vraiment cachée de la famille parce que son histoire n'était pas très, très glorieuse. Après cet événement-là, euh, la famille, enfin le clan Kennedy, a subi d'autres décès tragiques, notamment Joseph, le grand, qui est mort dans un crash d'avion, Kathleen aussi, John assassiné et Bob. Donc c'est une famille qui a eu énormément de tragédies. Euh, Ensuite, on a eu donc John, enfin les frères et sœurs de Rosemary qui étaient engagés pour la cause et la défense des handicapés mentaux. Donc, sous sa présidence, John a pris en charge et a soutenu la recherche médicale en faveur des handicapés mentaux. Eunice, qui est la petite sœur de Rosemary, a consacré des fonds de la Fondation Kennedy pour la recherche et la construction de centres pour des handicapés congénitaux et des déficiences physiques ou intellectuelles. Et j'ai mis une petite citation en bas de sa mère que j'ai trouvée intéressante, qui dit que Rosemary ait survécu était un mystère. Une question aussi, dira un jour Rose, décédée en 1995. Pourquoi Dieu m'a-t-il repris 3 fils dotés de toutes leurs facultés et prêts à travailler pour le gouvernement et l'humanité et m'a-t-il laissé ma fille invalide? Mais comme je l'ai dit, c'est une des choses de la vie que nous ne comprenons pas. Les voies de Dieu, nous ne les comprenons pas toujours. Voilà, ça c'était donc le portrait donc, de cette fille, Rosemary Kennedy. Je vais enchaîner ensuite sur quelque chose de... Virginie, juste pourquoi elle t'a inspirée? Pourquoi elle m'inspirait? Parce que je trouvais que c'était... c'est vraiment le mystère de la vie, mais c'est cette fille, même si elle a été lobotomisée ou même si elle a été vraiment exclue du clan Kennedy, elle a su survivre, vraiment, elle a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans. Et je trouvais ça intéressant aussi de mettre en lumière le, enfin, le, la vie d'une personne de la famille Kennedy, Et sachant elle a fait quelque chose de sa vie? Ouais, pardon. elle a pas pu parce elle a été lobotomisée, donc elle a perdu ses facultés, mais quand elle était jeune, elle a, elle a pu euh, elle a donné des cours, elle a fait des lectures, des choses comme ça. Voilà. Elle s'occupait effectivement Voilà. de jeunes enfants et pour le coup, elle était considérée comme étant un esprit libre dans la famille Kennedy. Exactement. Alors, j'enchaîne. Ensuite, je voulais vous parler donc de cette marque qui s'appelle La Marque en Moins. Donc, c'est une entreprise française cofondée par Nicolas Simon et Maxime Deguine à gauche. Donc, eux, ils proposent, grâce à cette marque, des produits ménagers écolos. Donc, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le produit lui-même et enlever tout le superflu, donc passer sur vraiment l'essentiel. Parce que ce que Maxime Deguine disait, c'est que ce qui vend dans les supermarchés, c'est généralement 95% d'eau, enfin les produits ménagers, et c'est le tout entouré d'un plastique à usage unique. Et eux, donc la marque en moins, veut être, vraiment véhiculer la transparence radicale, ce qui est donc d'être transparent sur
tous les produits qu'on met dans les produits qu'ils vendent, mais aussi être transparent sur l'impact écologique, donc sur toute cette chaîne, pouvoir mesurer l'impact produit. Alors, ils proposent donc des produits qui sont dits concentrés, biodégradables, faits de composants naturels. Ils proposent 2 formules, donc la possibilité d'acheter les produits à usage, le produit lui-même, ou sinon de s'abonner à un abonnement, qui est donc de dire, par exemple, je fais 4 lessives par semaine, et donc la marque en moins va nous envoyer le produit, le nombre de produits qu'il faut pour faire sa lessive. Alors, je vous montre donc les produits. Donc, il y a pour la lessive, pour la vaisselle, pour les vitres. Et ce que je trouvais intéressant, c'est aussi le packaging. Justement, au début, je pensais que c'était vraiment un coup marketing parce qu'en fait, là où on perd de l'argent, souvent, et pourquoi les produits coûtent cher, c'est parce que le packaging, il y a un travail de packaging, il y a aussi un travail sur le marketing, etc. Et eux, justement, ils essayent d'enlever tout ce qui fait que l'argent peut augmenter sur un produit, et donc revenir vraiment à l'essentiel. Et donc là, on a un petit screen d'une interview qui a consacrée pour Brut, et on peut comparer. Donc voilà. Et des chiffres très différents. Et ici, donc, la citation que je trouvais intéressante de Maxime Deguin qui disait « Si on veut avoir un impact sur la planète, il faut qu'on puisse se rapprocher des tarifs pratiqués en grande distribution pour les rendre accessibles au plus grand nombre. » Et du coup, Virginie, juste pour comprendre, c'est quoi Oui. cette espèce de grand carton qu'ils ont entre les mains? Alors, ici, ça doit être sûrement... C'est pour présenter leur marque. Je ne pense pas que ils reprennent le visuel d'un produit qu'ils ont mis en grand. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Voilà. J'enchaîne ensuite sur le dernier. Donc, c'est Climaris, qui est donc un jeu web et mobile proposé donc, par toutes les entités qui sont là-haut. Et c'est un jeu donc, qui a été conçu par un chercheur du CRNS, David Faranda. Et ça a des... Pardon CNRS. CNRS. Et c'est à but pédagogique. Donc l'idée, c'est de se mettre à la peau d'un haut dirigeant qui doit prendre des décisions à l'échelle continentale, donc sur l'Asie, sur l'Amérique, etc. Et de pouvoir voir les impacts sur trois impacts qui soient environnementaux, économiques ou politiques. Et on a donc 3 personnages ici qui sont donc 3 critères. On a popularité, argent et écologie. Et l'idée, c'est, là, on a l'interface du jeu. Donc voilà, on a les 3 personnages ici. Et l'idée, c'est de pouvoir équilibrer le quota, parce qu'en fonction des décisions qu'on prend, on a par exemple l'argent qui va baisser, point écologie, ça va monter. Et vraiment, le but de ce jeu, c'est de rester le plus longtemps possible à équilibrer tout ça. Parce que c'est pas possible de pouvoir dépenser tout son argent. Et enfin, il faut vraiment trouver un équilibre entre ces trois critères-là. Donc, voilà, il y a un système de slides, gauche et droite. Et l'idée, à la fin, c'est qu'on a donc un pourcentage qui est converti en ppm, qui est les particules par million. Et c'est de faire le scénario, c'est de réaliser un scénario qui serait mieux que le scénario proposé par le GIEC, qui est le RCP 4.5. Et voilà, le scénario proposé du GIEC 4.5, c'est celui-ci. Scénario avec stabilisation des émissions avant la fin du 21e siècle à un niveau faible. Voilà, c'est un jeu que... C'est intéressant. Oui. Ça donne envie d'y jouer. Ouais. La seule nuance que j'apporterais, c'est que nous, on y a beaucoup réfléchi, mais là, on voit bien que c'est un jeu qui a été conçu par un développeur de jeux, d'applications mobiles, enfin, tu vois, quelqu'un qui est un peu axé jeux vidéo. Et en fait, c'est pas du tout la cible des dirigeants. Enfin, les dirigeants, ils passent pas 5 minutes sur un jeu vidéo ou même sur un site internet. Mm. Et, c'est un peu
pour moi, il y a on va dire un manque de double empathie dans la conception initiale du jeu. C'est-à-dire que si l'objectif, c'est vraiment de changer la posture des dirigeants, et ben, du coup, c'est pas le bon média. En revanche, si on va dire, l'objectif, c'est que tout un chacun, on va dire, tu vois, collaborateur moyen qui aime bien les jeux vidéo sur les sites internet, se prennent, on va dire, au jeu de s'imaginer dirigeant et de trouver le bon équilibre, et ben là, du coup, pour moi, le résultat, il est atteint. Ouais. Par rapport à Civ, je pense que justement, c'est plus pour des gens, des collaborateurs moyens, comme tu dis, pour qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience de la complexité aussi des décisions. Bah, du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que pour eux, c'est important que le citoyen, le collaborateur, prennent conscience, du coup, des défis, on va dire, multiples que ça pose et peut-être, du coup, du coup, c'est quoi l'objectif? C'est qu'ils soient moins exigeants, plus indulgents? Enfin, voilà, je sais pas, ça m'interroge. Ouais. C'est bon. On laisse la parole à Alma? Yes. Ouais. Alors, moi, je vais vous présenter plutôt des chroniques plus culturelles, expérientielles. Donc, Jessica, j'ai pensé à toi. Ah oui, et surtout, donc les références de cette chronique, c'est du coup Brigitte, la dame que j'ai rencontrée dans le train en venant de Nice, qui est allée voir ces expos à Paris et qui m'en a beaucoup parlé. Il y a une exposition sur Viviane Mayer, donc du 15 au 16 janvier 2022. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que Viviane Mayer, c'est une photographe qui a fait des photos toute sa vie, mais qui n'était pas du tout célèbre durant sa vie. Et elle faisait surtout des photos des milieux populaires. Donc, elle a reflété à travers ses photos les grandes mutations sociales et politiques de son histoire. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est que toutes ces photos ont été découvertes des années plus tard grâce aux pellicules de ces photos. Et du coup, voilà. Et donc, je vous montre la bande-annonce de l'expo pour que vous visualisez un peu mieux. Donc voilà, donc c'est vraiment l'idée de l'expo, c'est de créer des sortes de films de toutes ces photos qui n'ont jamais été montrées au public et du coup de saisir un peu toute l'ampleur de son œuvre et de replacer l'artiste dans l'histoire, même si du coup elle est décédée, mais voilà. Et pour le deuxième, je vous en avais déjà un peu parlé, il me semble, en début de septembre. Mais du coup, il y a une expo Georgia O'Keeffe qui finit bientôt, donc le 6 décembre. Et donc, c'est une femme peintre féministe qui a dessiné énormément de fleurs. Et donc, ce qui m'a fait rire, la petite anecdote, c'est que les gens, ces fleurs, en réalité, sont des vulves. Et, mais quand on lui demandait qu'est-ce que c'était ou quoi, elle pouvait toujours dire que c'était une fleur. Donc, on ne pouvait pas l'embêter vis-à-vis de ça. Et ça m'a fait penser aussi à notre jeu Moi c'est Madame, où on doit dessiner des chats, des vulves, des machins. Voilà, une petite référence assez marrante. Donc ouais, faut aller le voir assez vite, cette expo. Et c'est au Centre Pompidou. Voilà. Et pour ma chronique féminine, alors moi c'est tout simple. En gros, je prenais le métro et je tombais à la station Louise Michel. Et je ne savais pas vraiment ce qu'elle avait fait ou qui c'était. Donc, si jamais vous posez la question, voilà.
Donc, Louise Michel, donc c'est une femme qui est née en 1830. Donc, c'est une femme qui était née illégitime, donc d'un père châtelain et d'une servante. Et son père, au lieu de la laisser à la rue ou quoi, il a décidé de l'éduquer. Donc, elle a eu une très bonne instruction qui lui a permis de devenir institutrice. Et elle a eu donc une éducation assez libérale. Elle avait aussi un goût très prononcé pour la littérature et la poésie. Elle a eu des correspondances par lettres avec Victor Hugo. Et donc, sa base d'instruction, ça lui a permis donc d'enseigner à des jeunes femmes de devenir plus indépendantes, plus au courant d'elles-mêmes. Donc, c'est une figure féminine très importante, notamment au niveau de l'éducation. Donc, elle voulait lutter contre elle voulait lutter contre les classes sociales, justement. Donc, d'où l'instruction qui est par là. À 26 ans, elle a aussi aménagé à Paris, donc à Montmartre, dans un quartier qu'on connaît. Et voilà, donc elle a donné aux jeunes filles pas de la pédagogie sur la couture ou quoi, elle a vraiment enseigné les maths, les matières qui, normalement, pour les filles, qui étaient moins accessibles. Et voilà, et donc peu à peu, elle va fréquenter des milieux révolutionnaires, elle devient militante, elle entre en relation avec des partisans républicains. Elle aide également des ouvrières à vivre, à vivre par le travail. Et donc, pour situer un peu le contexte, à ce moment-là, il y a l'empire de Napoléon III qui s'effondre, il y a l'armée française qui est dépassée, enfin, c'est un peu le chaos et la Troisième République est proclamée. Et du coup, il y a la victoire monarchiste. Et donc, à ce moment-là, elle rejoint la Commune de Paris et donc intervient, elle milite, elle combatte. C'est une grande oratrice, elle s'improvise ambulancière. Bon, voilà, c'est une femme à multifacettes. Elle essaye de faire tomber le gouvernement, mais elle échoue. Et donc, elle se fait prendre et elle est déportée en Nouvelle-Calédonie. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que même en Nouvelle-Calédonie, c'est pas vraiment une prison, c'est un endroit où elle est assez libre de bouger. Donc là-bas, elle continue à exercer son métier d'institutrice. Et donc, elle se pensait être un peu oubliée, mais quand elle revient en France, quand elle est libérée, les gens ne l'ont pas du tout oubliée et ça devient une des plus grandes figures de révolte française. Et donc, elle devient très populaire, elle est anarchiste. Elle a écrit des livres, donc par exemple un livre qui s'appelle La misère. Et voilà. Et elle meurt le 9 janvier 1905, pour la petite anecdote. Voilà pour la petite chronique culturelle. Merci.